Bonjour, je vais vous inviter à vous installer. Pardon. Donc oui, je vais vous inviter à vous installer puisque on a quelques minutes de retard et quelques minutes de retard, ça veut dire des questions en moins pour vous et ce serait quand même dommage. Donc bienvenue à tous et à toutes sur ce focus numéro 11, focus qui s'intitule « Droit à la ville pour toutes et tous, droit à la nature pour toutes et tous ». Donc je me présente, je suis Amandine Richaud-Crambe et je travaille à l'ADEME en tant qu'ingénieure urbaniste. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ce titre, je m'interroge. Je m'interroge parce que pour certains et certaines d'entre vous, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est architecte, urbaniste ou aménageur. On entend certains mots qui sont un peu des mots à la mode, comme la ville inclusive, comme la mixité. Ça change. Et là, on va dire la ville pour toutes et pour tous. C'est quand même bizarre qu'en 2023, on se dise « et si on rendait la ville inclusive ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on s'est dit que peut-être, à un moment donné, en 2023, alors, allez, je vais dire à partir de 2013, on va dire 10 ans avant, que finalement, peut-être que 50% de la population, qui sont des femmes, n'avaient pas leur place en ville, n'avaient pas leur droit en ville, donc on allait inventer la ville inclusive, où on allait les prendre en compte. Voilà. Je vais pas rester là-dessus, mais ça va un peu, on va dire, annoncer de ce dont on va parler. C'est aussi imaginer que dans la population, on aurait en fait qu'une seule partie de la population qui est concernée par la ville, et donc on va décider d'inclure, et merci, on va quand même décider d'inclure les personnes qui sont en situation de handicap, les enfants, les personnes âgées, ou aussi quand on parle de mixité sociale, c'est un mot gentil pour dire les plus précaires, les classes sociales les plus pauvres, et puis également les classes racisées ou immigrées. Est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre le mot inclusif quand on parle de la ville? Personnellement, ce n'est pas mon cas. Je préférerais qu'on parle de complètement l'inverse de ce qu'on dit aujourd'hui, qui peut le plus pour peut le moins. En fait, non. C'est qui peut le moins, peut le plus. C'est-à-dire que si, dès le départ, vous partez d'un postulat, que vous partez des minorités, bah forcément, ça veut dire que la majorité va être inclue. Ce qui, dans l'inverse, n'est pas le cas. Voilà. La cause, et donc, c'est pas de la provoque, c'est historique. Pourquoi on en est là à parler de la ville inclusive et pourquoi on va vous présenter des projets pour améliorer cette ville inclusive? C'est parce que la ville est faite par des hommes pour des hommes. Ce n'est pas une phrase provoque, c'est de l'histoire. Il suffit de voir, regardez, on est sur un sujet aujourd'hui qui va être sur la ville pour tous et pour toutes. Je peux vous assurer que si vous allez dans un focus à côté qui va parler des infrastructures ou du choix des aménagements de places publiques, bah déjà vous aurez plus de monde et puis vous aurez une majorité d'hommes. Dès qu'on parle un petit peu de sens social, ben vous avez des femmes. Je ne sais pas si vous avez assisté tout à l'heure à la keynote sur les neurosciences, très intéressant, bah, c'était 2 femmes. D'autres choses... quand on a parlé plutôt des ânes, de la bétonisation, etc., on avait un panel qui était uniquement composé d'hommes. La ville est faite par des hommes pour des hommes. Ce n'est pas possible d'oublier plus de la 50% de la population et plus les sous-catégories de population. Cependant, maintenant qu'on a la cause, on voit le résultat, on essaye de trouver des solutions, si malgré tout partons des problèmes avant de partir des solutions. Et ces solutions, c'est quelques exemples, et notamment par le prisme des diagnostics, par le prisme aussi de prendre en compte, en fait, dans des projets d'aménagement, peut-être d'autres catégories de personnes, et également de montrer qu'on peut aussi faire d'autres formes d'aménagement, et enfin prendre en compte une population qu'on oublie très souvent, les enfants.
les enfants, parce qu'imaginez, quand vous êtes des enfants, déjà que nous, en tant qu'adultes, là encore, si vous avez vu la keynote sur les neurosciences, l'émotion qu'on peut ressentir en ayant la taille adulte, forcément, avec une taille enfant, bah, ça fait peur et les émotions ne sont pas les mêmes. Donc, on va avoir la chance, avec nous, sur cette table ronde, sur ce focus, bah, de parler de ville genrée avec une méthodologie de façon à ne plus oublier les femmes ou minorités de genre, hein, parce que quand on parle de genre, on ne parle pas que des femmes. Donc avec Anne Labroye qui va nous présenter cela. On va avoir aussi un exemple très terrain avec un programme de logement où on va parler de la nature en centre-ville, mais aussi qui permet de favoriser une mixité sociale. Et je ne sais pas si tout le monde connaît ce mot, mais moi j'en suis fan, on va parler de béguinage. Enfin, on va pouvoir réfléchir à adopter la ville pour les enfants, quelles que soient les échelles. Et là, alors excusez-moi, pour le béguinage, on a en plus la chance d'avoir Monsieur le maire Alain Boucher, donc Monsieur le maire de Monchy-Saint-Éloi, et Loris Poitvin qui va nous parler du développement du patrimoine. Et enfin, donc, pour parler de la ville et des enfants, nous avons la chance d'avoir Alicia Lugan qui va nous expliquer comment elle aborde cela. Je vais laisser donc la parole à nos invités et je rappelle juste aux personnes qui sont en ligne et qui ont fait le choix de suivre à distance à la fois parce qu'ils ne pouvaient pas ou elles ne pouvaient pas venir, mais aussi pour leur bilan carbone. Bravo. Vous pouvez poser des questions à distance sur le chat et on les prendra et on pourra y répondre au fur et à mesure. Anne, je vous laisse la place. Oui. Merci, merci. Oui, pardon. La petite télécommande pour passer les slides. Là, comme ça, là c'est moi. Ok, et c'est nous trois, c'est nous quatre. Merci Amandine pour cette introduction. J'avais juste effectivement noté aujourd'hui, parce que je passe mon temps à faire des stats un petit peu, même si je suis architecte urbaniste, effectivement il y avait aujourd'hui 15 intervenantes pour 47 intervenants, ce qui fait 24% de femmes. Je suis aussi enseignante et je sais que dans les écoles d'architecture, par exemple, il y a 60% de femmes et dans les agents et dans les urbains, je pense qu'on est bien à 50-50. Donc il est temps effectivement qu'on prenne notre place partout et qu'on trouve notre place et qu'on... Voilà. Bon, c'était juste une petite introduction. Voilà, je me suis, par cette petite introduction présentée, je suis architecte urbaniste Anne Labroye et je travaille depuis quelques années, ça fait 6 ans de ça, sur l'accompagnement des collectivités aux questions de genre, comment développer des espaces plus incluants. Voilà, alors je vais commencer... Voilà. Je suis enseignante et puis je suis très engagée sur les questions aussi d'égalité professionnelle. Alors, je vais commencer tout de suite par puisque j'ai peu de temps, je m'étais un peu lâchée sur ce PowerPoint, donc on m'a bien... Voilà. Alors, je vais commencer par parler du quartier de Montplaisir à Angers et je commence par ce projet-là parce qu'en termes méthodologiques, il était particulièrement, je trouvais, intéressant. Parler de questions d'égalité, d'inclusion, de genre, ça fait peur à beaucoup de monde. Et puis, même si on est intéressé, qu'on commence à lire des textes de géographes qui, effectivement, montrent que les espaces publics ne sont pas forcément occupés de la même manière par tous et par toutes, des textes qui sont plutôt théoriques, très intéressants. On est souvent heurté face à des collectivités territoriales, face à des services techniques, à dire, bon, et dans le meilleur des cas, s'ils sont d'accord avec nous, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Vraiment, moi, je développe un projet urbain, comment on peut faire ? Et c'était un peu l'objet de ce projet-là, qui était plutôt sous la forme d'une recherche-action. C'est le service égalité, c'est souvent le cas. C'est souvent les services égalité qui viennent nous chercher en disant, bon, il faut... Voilà, vous êtes architecte, urbaniste, vous savez un peu parler à des services techniques. Moi, j'ai un peu du mal parce que je suis élue à l'égalité. Donc, voilà, je fais un peu j'essaye de créer des liens entre les services égalité et puis ces services techniques et de montrer comment le projet urbain peut être aussi un vecteur d'égalité. Donc, c'était la démarche de ce projet de Montplaisir.
Donc quartier de Montplaisir, qui a de Montplaisir que le nom, disaient les habitantes. C'est un quartier en rue au nord d'Angers. Et l'objectif, c'était de partir de ce quartier qui était en plein de projets de renouvellement urbain, où il y avait un projet d'aménagement d'espace public, de recomposition urbaine, de le décortiquer, l'analyser et de ça, essayer de créer une culture égalitaire collective et de créer un outil pour les services techniques de la ville d'Angers sur mesure à partir d'un exemple très concret, justement pour comprendre comment on pouvait mieux s'y prendre et comment on pouvait agir. Donc, dans un premier temps, ça marche pas. Voilà. Dans un premier temps, on l'a dit lors de la première intervention cet après-midi ici même, c'est vrai que c'est très important de faire un diagnostic. Donc, un diagnostic, alors là, nous, on a fait un diagnostic territorial genré. Je tiens à préciser que j'ai fait cette mission avec Lucille Biarotte, qui a été chercheuse en urbanisme sur les questions de genre et qui maintenant travaille sur cette dimension-là aussi au sein de Très Clair. Donc, dans un premier temps, c'était diagnostiquer le territoire pour objectiver, on l'a dit tout à l'heure, les différences d'usage. Est-ce qu'effectivement, les hommes et les femmes ont des usages différents sur le quartier ? L'objectif aussi, c'était d'identifier des acteurs et des actrices de projets, finalement, qui sont souvent écartés du projet urbain, mais qui auraient toute leur place. Il y avait aussi un projet d'aménagement d'espace public en cours, et c'était aussi diagnostiquer ce projet au prisme du genre et de voir comment il pouvait être peut-être un peu mieux défini, un peu plus amélioré, et comment aussi le programme pouvait être amendé. Donc, pour pouvoir développer ce diagnostic, on a une méthodologie avec 4 items, 4 thématiques assez transversales. Se déplacer librement, c'est un premier objectif. On va vraiment analyser la question des mobilités, autant des mobilités transports en commun, des mobilités douces, pour assurer que tout le monde, quel que soit son genre, quelle que soit sa capacité physique, si on porte un caddie, une valise, etc., ou qu'on soit en fauteuil roulant, on sait que les mobilités sont plus complexes. Donc l'objectif, c'était d'analyser avec ce prisme-là quel était l'état des mobilités actuellement dans le quartier, occuper l'espace. Là, c'est plutôt une thématique d'usage. Quels sont les usages, les supports d'usage qui sont proposés, autant en termes d'aménagement d'espace public que de programmation urbaine. Agir, c'est plutôt comment le projet va pouvoir inclure justement tous ces professionnels qui ne sont pas forcément inclus, surtout quand on parle par exemple de chantier. Mais c'est aussi inclure des associations locales qui vont, ou des professionnels. Il y a beaucoup d'artisanes, par exemple, dans ces quartiers qui travaillent de manière un peu informelle. Comment le projet urbain va aussi être porteur et va pouvoir inclure toutes ces personnes-là et leur permettre de monter en capacité aussi professionnelle. Et puis, il y a la question symbolique qui est très importante. Vous savez peut-être que seulement 2% de noms de rues portent des noms de femmes. Donc c'est aussi important, en parlant de signalétique aussi, c'est toujours le petit bonhomme qui est soi-disant universel, mais c'est toujours un petit homme qui vous dit où évacuer, où s'arrêter, où continuer à marcher. Donc travailler aussi sur cet imaginaire, sur ce récit symbolique, c'est aussi important. Travailler avec des artistes de rue, par exemple, pour replacer toutes les personnes, et notamment des femmes, de manière visible sur l'espace public. Et Anne, justement, est-ce que vous avez d'autres exemples est-ce que vous retrouvez ça dans d'autres exemples de projets ? Cette méthodologie, pas cette méthodologie, mais les mêmes problématiques. Est-ce que vous l'avez appliquée ? Est-ce que vous pouvez nous montrer ça ? Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est tous les projets, tous les ateliers qu'on a menés avec ce diagnostic. Et puis, on a juste, je finis 2 secondes là-dessus et je vais montrer très rapidement effectivement les autres. À travers ce diagnostic territorial, à travers ces 4 thématiques, on a fait toute une série de recommandations, de préconisations, de choses très concrètes. Donc, je ne vais absolument pas rentrer dans les détails parce que j'ai très peu de temps, mais je laisse le PowerPoint. Et ensuite, on les a balayés avec justement toutes les personnes qui travaillent sur le projet l'ANRU. Et là, c'était assez intéressant parce que c'est des professionnels qui parfois ne se croisent pas. Il y avait aussi bien les écoles, les associations sportives que les services techniques, etc. Avec notre liste de préconisations. Et chacun nous a dit, mais j'avais pas pensé à faire ça, mais effectivement, c'est une bonne idée. Ou ça, non, je pourrais jamais le faire. C'est une bonne idée, je pourrais jamais le faire. Bon, et ça, je pourrais le faire dans 1 mois. Ça, j'ai besoin de telle autre personne pour le faire. De ça, on en a créé une boîte à outils où on détaille, on fait un peu une checklist
étape de projet par étape. Ce qui est très important dans ces notions-là, c'est d'aller du diagnostic jusqu'à la conception, évidemment, mais aussi sur l'animation, anticiper l'animation. Et donc, c'est à travers ces quatre temporalités, à travers ces 4 thématiques, c'est un peu faire une checklist de qu'est-ce que je dois faire. Donc, qu'est-ce que je dois faire en termes spatial, qu'est-ce que je dois faire en termes méthodologiques. Et on a essayé de faire un outil assez concret où les maîtrises d'ouvrage aussi ont leur checklist et ils peuvent aussi s'adresser aux concepteurs avec leur checklist. Et à chaque fois, on a illustré par des objets concrets. Voilà. J'ai passé un peu de temps sur ce projet-là parce que je trouvais qu'en termes méthodologiques, il nous a permis de créer cette culture commune et que chaque participant, des personnes qui n'étaient pas du tout convaincues au départ, puissent comprendre qu'ils pouvaient œuvrer, chacun à sa part, à faire en sorte que ce projet-là puisse devenir un vecteur aussi d'égalité. Donc, je vais parler... Voilà, il me reste combien de temps, Amandine ? Alors, on va dire peut-être 2 minutes pour... Voilà, vous voyez l'exercice comme il est compliqué parce que on a tous tellement de choses à vous raconter. Donc, en fait, cette méthode-là de projet, ces 4 thématiques, elle nous sert sur l'ensemble des projets. Alors, il y a une thématique qu'on rajoute à la ville de Paris, pour d'autres collectivités, qui est le sentiment de sécurité. Pour Angers, on l'avait enlevé parce qu'en fait, il était complètement transversal. C'est à chaque fois, on interroge les mobilités, l'espace public, la programmation pour développer le sentiment de sécurité. Donc pour moi, c'est un sujet qui est tellement transversal que j'ai du mal à en extraire vraiment. Voilà, il est un peu redondant, mais en fait, la ville de Paris a développé un guide référentiel que je vous invite à lire, qui est très intéressant. Il y a ces 5 thématiques. C'est pour ça que dans les projets de la ville de Paris, on parle des 5 thématiques. Donc voilà, les guides référentiels qui sont téléchargeables, qui sont très bien pour, très, très opérationnels aussi. Plus on avance dans les guides et plus c'est opérationnel. Et donc la ville de Paris a développé pour les études d'impact un volet genre. Donc là, c'était juste un peu une illustration très rapide, parce que tu m'as dit 2 minutes. C'est la porte de la Villette, un projet qui est remis en question là actuellement, mais pour nous, c'était de faire l'état initial, quelle était l'occupation, et là encore de manière très objectivée, l'occupation de la porte de la Villette. Donc on fait des observations de manière très 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 objective, on compte, c'est pour ça que je suis devenue une fan des stats, là, je passe mon temps à compter, je deviens un peu spéciale, voilà, et donc je mets des couleurs, je mets des pastilles, voilà, et ça tout de suite par le regard, on identifie par cette cartographie quels sont les lieux, les espaces qui sont plus ou moins fréquentés et par quel genre. On voit là, bon, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la porte de la Villette, on voit là qu'il est occupé à 90% d'hommes et on le fait évidemment à différentes temporalités de la journée. Alors 90, j'ai un peu exagéré, mais c'est en moyenne 25% de femmes et 75 d'hommes. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de différencier ce qui reste et ce qui bouge. Parce qu'on voit que les femmes, en fait, finalement, on passe sur l'espace public, mais ne s'y arrêtent pas. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elles s'y arrêtent ou pas. Et donc, dans l'analyse diagnostique, on fait le lien entre l'espace. Donc, on fait aussi des cartographies sensibles, complètement la subjective. Nous analysons notre propre sensation. Donc, j'étais très intéressée par ce qui était dit auparavant pour savoir un peu quels étaient les outils. Nous, c'est notre propre corps, notre propre appréhension de l'espace. Et quels sont les espaces dans lesquels on se sent bien et dans lesquels on se sent mal. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'y sente bien ou mal ? Ça peut être autant l'espace que les personnes qui s'y situent. Voilà. Et on fait cette cartographie. Je passe vite et on identifie aussi, pareil, ce qui n'avait pas été fait dans le projet initial, on s'en était étonnés, l'identification de tous les acteurs et surtout actrices du territoire qui sont porteurs aussi d'actions en faveur de l'égalité. Donc c'est une série de préconisations aussi qu'on donne à la maîtrise d'ouvrage. La prochaine fois, quand vous allez refaire une concertation, c'est plutôt pas mal d'aller voir ces gens-là qui ne sont pas venus en fait aux réunions de concertation parce qu'ils ne se sentaient pas forcément impliqués. Mais au lieu d'attendre qu'ils viennent vers vous, c'est aussi d'aller un peu travailler là-dessus. Voilà. Hop. Et ensuite, on fait toute une série de préconisations. J'arrête là ou j'ai encore un petit... Alors, Anne, justement, moi, j'allais vous demander si vous aviez une phrase pour conclure ce que vous avez présenté, sachant que pour tout le monde, ces travaux sont possibles d'être retrouvés et je suis sûre que Anne n'hésitera pas et sera très contente d'échanger avec vous après et puis même vous allez pouvoir lui poser des questions. Voilà. Donc si on devait conclure avec
Alors, une phrase, c'est un peu dur. Non, mais oui, enfin, c'est émergent, c'est exploratoire, c'est passionnant, c'est nécessaire. Il faut continuer à travailler là-dessus, il faut être soutenu. Ça rentre dans les... Alors, c'est pas moi qui vais répondre. Je pense que, justement, ça va peut-être à vous. On va avoir quelques minutes de questions-réponses. D'abord pour Anne, mais on aura en plus le temps après d'y revenir parce que les interventions sont complémentaires. Par rapport à ce qu'a dit Anne, je pense que ce qu'il faut que vous ayez en tête également, c'est que une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus ne plus le voir. C'est vraiment, une fois que vous êtes habitué, que vous avez compris, c'est-à-dire que par chaque prisme, vous allez le voir. C'est pour ça qu'elle a fait les comptes sur les intervenants et les intervenantes. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, quand quelqu'un parle qu'au masculin en disant les intervenants ou les habitants, je ne me sens pas concernée. Donc essayons de parler à tout le monde, mais c'est exactement ça. Ça devient un automatisme et je pense que c'est ce qu'a essayé d'expliquer Anne, que ça devienne un automatisme pour n'importe quel projet d'aménagement. Je vais prendre les questions pour elle, les questions en ligne, il n'y en a pas. Peut-être qu'il n'y a personne en train de regarder en ligne, je ne sais pas. Mais je sais que vous êtes là. Donc, qui voudrait poser des questions ? Je vous en prie. De toute façon, vous avez tous et toutes un micro devant. Donc, on va prendre la parole au fur et à mesure quand vous avez appuyé. Donc, bonjour, Lucie Boré, REI Habitat, promoteur bois. Il y a beaucoup de travail en effet. Et alors, nous, en tant que promoteur, on nous pose la question du genre dans le bâtiment. Et si la question de l'espace public est pratiquée depuis longtemps, la question du bâtiment nous laisse encore un peu sans voix. Peut-être c'est un sujet que vous croisez quand vous travaillez l'extérieur, on parle aussi de l'intérieur. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a plutôt une approche sur l'espace public, c'est la commande, et puis c'est là qu'ont été faites les premières observations. Donc moi, j'ai hâte, en tant qu'architecte, de travailler sur aussi l'intérieur et sur toutes les programmations. En tout cas, sur le travail qu'on mène là, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait de la porosité entre l'intérieur et l'extérieur. L'enjeu, c'est de faire sortir aussi les personnes, et notamment les femmes, qui sont finalement paradoxalement beaucoup plus agressées à l'intérieur de leur logement qu'à l'extérieur. Et c'est de créer cette porosité et donc comment on travaille ça en lien. Il y a de grands sujets sur le logement, mais aussi sur les équipements publics. Là, je n'ai pas du tout le temps d'en parler, mais il y a par exemple la question des écoles, des cours d'école, c'est un sujet. Donc il faut aussi explorer tout ça. Donc encore une fois, c'est expérimental, mais il y a des choses très intéressantes à développer. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on m'entend. Oui, nous aussi, on travaille. On est là aujourd'hui pour parler plutôt des enfants, du public enfant, mais on est aussi spécialisé sur les sujets de prise en compte du genre dans l'aménagement. Et du coup, pour compléter le propos de Anne, je pense qu'il y a quand même quelques expérimentations qui commencent à se faire autour du logement, qui sont peut-être plus à l'étranger, quoique. Mais finalement, les paramètres que Anne a présentés, qui sont des paramètres d'autonomie, de pratique. Nous, on a aussi beaucoup le paramètre du confort et du soin, la prise en compte du confort et du soin dans l'aménagement des espaces, ou encore le sujet de la proximité, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent être travaillées. Et dans la question du logement, va y avoir beaucoup les questions économiques aussi qui vont entrer en jeu, parce qu'on sait que les femmes ont beaucoup moins de pouvoir d'achat en fait que les hommes. C'est souvent des familles monoparentales, elles sont souvent moins bien payées à poste égal, etc. Donc par exemple, mettre au cœur du sujet du logement les sujets de reste à vivre en fait, c'est ce dont on parle, et de comment est-ce que le logement va permettre d'être énergétiquement efficace pour réduire le coût énergétique, comment est-ce qu'il va favoriser la mutualisation des espaces pour éviter la démultiplication, je ne sais pas, des achats par exemple des machines à laver ou d'entretien ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'il va favoriser la convivialité pour permettre la solidarité entre les habitants, et du coup ça va permettre par exemple entre les mamans d'un même palier de s'aider sur je sais pas, l'accompagnement des enfants à l'école, toutes ces choses-là. C'est des sujets qui peuvent être travaillés dans le logement, qui sont d'ailleurs par ailleurs déjà travaillés sans avoir forcément l'approche genre. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être faites. On va de toute façon avoir un exemple avec mon chi Saint-Éloi. Donc, la transition va être très bien. J'ai bien vu que vous alliez... Équipements sportifs, c'est un grand enjeu aussi. Les équipements sportifs, je pense que c'est un des plus grands enjeux, parce que bâtiment égale aussi bâtiment public. Monsieur, je vous en prie.
Oui, merci Jérôme Gauze, la Fabrique de Bordeaux Métropole. Juste pour la personne qui s'interrogeait sur le logement. Est-ce que vous pouvez rapprocher un petit peu le micro? Le collectif Point 6, donc en espagnol, enfin en catalan, Collectiu Point 6, vous trouverez des plaquettes sur la prise en compte du genre à l'intérieur même de la conception du logement, hein, notamment la question du linge reste une question centrale. Ma question, en fait, elle est plus sur finalement beaucoup d'énergie, beaucoup de guides qui sont effectivement extrêmement bien faits. On voit aussi des choses sur Lyon et d'autres collectivités. Bordeaux a également travaillé sur ces sujets-là. Mais on nous pose souvent la question concrètement en termes d'évaluation aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable en fait de porter un regard sur l'énergie qu'on y met, les actions et finalement ça change quoi, comment et comment après ensuite bien mettre l'énergie là où ce sera le plus efficace. Alors, l'évaluation des projets construits, j'adorerais pouvoir la faire. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait jusqu'à présent. Donc, effectivement, on est dans la préconisation. Néanmoins, comme je suis quand même... j'ai besoin toujours d'avoir ce retour. On l'a fait sur les cours d'école à Bordeaux. On a fait tout un bilan de ce que ça a changé en termes d'usage. J'interroge régulièrement Angers pour savoir si la boîte à outils n'est pas en train de gentiment être mise sous une porte. Alors voilà, j'ai une alliée, c'est l'élu qui me dit tu as planté des graines, ça va pousser, ça va être lent, mais ça va pousser. Donc il y a effectivement en fait des automatismes qui commencent à être mis. C'est-à-dire qu'il y a une pensée, comme tu l'as dit tout à l'heure, des personnes qui avant ne se posaient jamais la question, commencent à se poser la question. Donc je pense que les graines, voilà, c'est long, c'est un des gros arbres, il va falloir quelques années. Mais c'est pour ça que je disais expérimentation, voilà, c'est le début, il faut continuer. J'adorerais revenir dans 10 ans avec toutes les évaluations qu'on a faites. Alors, justement, en parlant de graines et d'arbres, on va parler de nature. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a parlé d'impact environnemental. Et on se demande, on parle de la ville, mais on parle aussi de l'environnement. Sur la transition écologique, sur la crise climatique, il faut avoir en tête que c'est les populations les plus précaires qui sont touchées. Dans les populations les plus précaires, 70% sont des femmes. Donc les personnes les plus touchées sont des femmes. Ça s'appelle la double peine. Pour peu que vous rajoutiez en plus des femmes ou des minorités de genre en plus racisées, on arrive à la triple peine. Donc c'est important aussi de voir l'importance qu'il peut y avoir de mettre en place aussi sur l'impact environnemental et aussi sur l'espace qui est finalement l'urbanisme, c'est l'écosystème dans lequel la société évolue et donc les populations évoluent, d'où l'importance. Et pourquoi, pour répondre aussi à monsieur, pourquoi ce n'est pas assez prise en compte de façon rationnelle, c'est-à-dire que même si aujourd'hui les femmes sont celles qui vont le plus agir pour la transition écologique, je parle dans le quotidien, et qui sont en plus les plus concernées, on va dire impactées, il faut savoir qu'il n'y a seulement, et dans le monde, que 10% de femmes qui sont à des postes de responsabilité, de pouvoir et de décision. Donc à partir de là, voilà pourquoi c'est plus difficile d'être pris en compte. Mais on a la chance, aujourd'hui, d'avoir 2 personnes en plus avec nous, donc de Monchy-Saint-Éloi, qui... Eh ben justement, c'est ce que j'allais dire, not all men, hein, comme on dit, ce qui est faux. Mais en tout cas, il y a des exceptions, mais l'exception ne fait pas la règle. Et là, on a la chance d'avoir 2 exceptions. Je vais leur passer la télécommande pour pouvoir nous expliquer pourquoi et comment ils ont pu prendre ça dans leur projet. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, du coup, il va falloir que j'en passe quelques-unes. Il y en a encore. Hein. Ouais, on a voilà tout ce qu'on peut faire. Je suppose que cette présentation pourrait être envoyée. Voilà. Alors voilà, je me présente, donc Alain Boucher, maire de Monchy-Saint-Éloi. Donc Loris Poitvin, directeur du développement et du patrimoine d'ICF Habitat Nord-Est. Alors en effet, je vais vous donner un petit peu le cadre d'un projet qui est sur la commune de Monchy-Saint-Éloi. Ça se situe donc à 50 km au sud de l'Oise, 50 km au nord de Paris. Alors,
quelques éléments. Vous voyez donc sur la photo de droite en fait que en fait la commune était 3 hameaux qui se sont réunis. C'est devenu un village-rue. Hein. Vous voyez beaucoup d'espaces naturels. Pour autant, en fait, c'est un ancien village de carriers, ce qui veut dire qu'avant il n'y avait pas de bois, sauf un territoire de chasse qui appartenait au château. Donc en fait, dans la ville, c'est très minéral. Il n'y a pas du tout de nature. Aujourd'hui, tout est minéral. Et par contre, en fait, nous, on a pris conscience de ce qui nous entourait très très tôt. Donc en 1998, on a fait un inventaire faunistique et floristique. On a maintenant désormais 2 SNIEF sur la commune. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu préserver ces espaces. Et je vous l'ai dit, quand on a commencé à imaginer comment on pouvait urbaniser, c'était donc la ville sur la ville, parce qu'à partir du moment où on a décidé de préserver ces espaces, on avait délimité entre guillemets un petit peu le terrain de jeu, et il fallait réussir à remettre en effet ces espaces. La nature fait que, et les évolutions font que, avant on achetait sur la commune quand on a pour un 2e enfant, et aujourd'hui le prix de l'immobilier fait qu'on est plutôt en fait à la 3e acquisition. Donc ce qui veut dire que, en effet, la commune perd des enfants en bas âge, et c'est une commune qui vieillit aujourd'hui. Voilà, ça c'est un peu le constat. Ce projet, alors c'est une toute petite commune, hein, 2200 habitants. Et pourtant, c'est un projet qu'on arrive à tenir, puisque en fait, c'est une continuité politique depuis l'après-guerre et que depuis 1977, il n'y a eu que 3 maires. Moi-même, je suis élu depuis 1995 et maire depuis 2004. Voilà, ça vous donne un peu, voilà, un peu une image de la chose. Pourquoi on a travaillé sur ce projet de centre-bourg? Parce que justement, comme il y a eu un apport de population à partir des années 80, il a fallu reconstruire des services. Et donc autour, dans le centre-ville, le bâtiment que vous voyez sur l'image de gauche, qui est tout au centre, en fait c'est la mairie. Et autour de cette mairie, avant il y avait une école. Et en fait, une école a été reconstruite et donc ça s'était libéré autour de la mairie. Et donc le premier projet était de reconstruire autour de la mairie, dans la cour de l'ancienne école, un tout petit projet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a constaté malheureusement que dans cette vieille rue, vous verrez des photos tout à l'heure, qui est la rue de la République, la rue principale de la commune, ben, il y a eu énormément, c'était là où il y avait les plus grosses maisons, et il y a eu énormément de découpes, et pas qualitatives. Voilà, je le précise, parce que si c'est qualitatif, on laisserait faire. Et donc on a pris le parti de ne plus laisser faire, de racheter les biens. À un moment, évidemment, la trésorerie de la collectivité ne le permettait plus, et donc du coup, on s'est tourné vers le PFLO, l'établissement public foncier local de l'Oise, pour porter ces biens. Voilà. Donc l'objectif, évidemment, en faisant ça, alors oui, donc une petite chose, c'est que justement, je vous ai parlé du château, le château a été en partie vendu, et donc du coup, nous, ça nous a permis de racheter une partie juste à l'arrière de la mairie, et de là, pour le coup, de faire rentrer la nature en ville, puisque c'était un parc arboré. Et donc, le parti pris, ça a été d'imaginer un nouveau quartier, un nouvel espace, construit autour de la nature existante. C'est-à-dire que souvent on parle de la nature en ville, on essaye de créer des îlots en ville. Là, nous, on a pris le parti de dire il faut qu'on construise avec la nature existante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la volonté était de ne plus consommer des NAF et d'aller vers justement une diversité d'offres de logement, puisque évidemment, on était principalement composé en fait de maisons individuelles. Voilà. Et il y a donc l'enjeu des logements adaptés aux seniors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc on a là un projet, dans ce projet, Loris en parlera, d'un béguinage en fait, de 22 logements. Vous avez vu les jolies photos de ce village-rue, hein, vous voyez, hein, très étroit, hein, donc c'est pas évident de pouvoir travailler. Et donc le pari, là aussi, c'est de mettre en place en fait des nouveaux usages et donc de pouvoir favoriser les déplacements doux. J'en parlerai tout à l'heure, mais justement, pourquoi on a choisi ce projet, c'est parce que c'était un centre-ville apaisé, avec un maximum, en fait, il n'y a pas une rue. En fait, on rentre chez soi, mais après on se déplace sur des venelles. Voilà. Et il n'y a pas la possibilité que les venelles soient stationnées, puisque de toute façon, on ne peut pas y accéder en voiture sur ces venelles. Donc là, en effet, c'était là déjà? C'est vrai? Oui, alors... Donc
Ce projet de Monchy-Saint-Éloi, c'était un pari parce que, comme vous avez pu le constater, il repose sur la pugnacité de la municipalité. Il a été porté depuis plusieurs décennies par la municipalité et sur une échelle qui n'était pas adaptée à des outils d'urbanisme de type ZAC, puisque là, on parle de 113 logements, 700 mètres carrés de commerce, et puis de la réhabilitation d'une orangerie et la création d'un parc urbain. Donc voilà, il n'y avait pas l'échelle pour faire intervenir un aménageur au sens classique du terme. Aucun opérateur, au départ, ne voulait y aller. Les bailleurs sociaux seuls ne voulaient pas y aller, les promoteurs seuls ne voulaient pas y aller, donc c'est la mairie qui a commencé effectivement à préempter, puis qui a fait intervenir l'EPF, et en faisant intervenir l'EPF, a fait une compétition de promoteurs qui, là, tout de suite, quand on met les gens en compétition, il y a de l'émulation et ils avancent. Un pari parce que les habitants ont été impliqués dès le départ. Je pense qu'il faut le souligner, il n'y a eu aucun recours sur le permis d'aménager et les permis de construire. Et un pari pour nous, ICF Habitat, puisque le béguinage, donc je vais anticiper une question, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas le béguinage, c'est un mode de vie issu des communautés religieuses du nord de l'Europe du 19e siècle, qui regroupait des logements individuels autour de bâtiments communs et que certains bailleurs sociaux du Pas-de-Calais ont adapté il y a une vingtaine d'années, avec des logements plutôt pavillonnaires de type 2 ou 3, accessibles, équipés, adaptés au vieillissement autour d'une salle commune, avec des coûts de loyer adaptés aux retraités modestes. Dans ces béguinages, il y a des animations qui sont proposées pour renforcer le lien social. Et ICF Habitat, on avait déjà travaillé depuis 2019 sur l'idée de mettre en œuvre des béguinages sur nos cités cheminotes, puisque ce sont des grandes cités pavillonnaires où les gens ne peuvent pas vieillir dans leur logement, on ne peut pas les adapter, mais il est important pour nous de le garder dans leur environnement. Et là, ce projet a été un accélérateur pour nous d'opérations qui n'étaient pas encore sorties de terre et de réflexions qu'on avait engagées. Et donc, on a développé des nouvelles compétences, une assistance à maîtrise d'usage, un nouveau pack serviciel adapté aux seniors, mais pas que, puisqu'on propose un pack serviciel pour tout type de génération et tout type de public. Mais je vais le redétailler. Sur le projet en termes d'acteurs de gouvernance et de partage de risques, donc il y a vraiment la mairie qui est au centre, qui s'appuie sur le portage par l'EPF, mais qui est garante de son portage, qui progressivement, l'EPF vend les fonciers au groupement constitué par deux promoteurs et l'architecte, donc Ramri Partemi et GP Architecte, qui vont vendre les bâtiments à ICF Habitat, qui au final va porter le risque grâce notamment sur tout l'ensemble au fonds Friche et puis aux financeurs que sont la Banque des Territoires, le département de l'Oise, la CARSAT, la GIRC et l'ARCO. Les difficultés, justement, ça a été de nous faire sortir tous les opérateurs de leur schéma classique d'intervention. Ça a bousculé le schéma pour le promoteur, ça a bousculé le schéma pour le bailleur, enfin pour la mairie aussi, pour tout le monde. De nous convaincre de l'attractivité du territoire. Ça, c'est une problématique centrale, je pense, aujourd'hui. Monchy-Saint-Éloi, c'est peut-être une commune rurale, mais elle touche l'agglomération de Creil, qui est quand même un hub ferroviaire important. Il y a 4,7 millions de voyageurs annuels. On sera demain à 25 minutes de Roissy. Le pôle d'emploi le plus proche, c'est Roissy. On sait que c'est attractif. Il y a 13 000 demandes de logements sociaux sur l'agglomération de Creil. Par contre, quand je regarde la demande de logements sur la communauté de communes du Nant-Courtois, j'en ai pas beaucoup. Donc, on sait bien qu'il y a un besoin. L'instabilité des financements et les contraintes calendaires, c'est que le fonds Friche, donc maintenant il est pérennisé par le fonds vert, mais voilà, à l'époque c'était pas complètement calé, et puis il y a plusieurs appels à projets. L'incertitude sur les autorisations environnementales, donc on était sous les seuils d'études d'impact, mais on a quand même eu des problématiques d'espèces protégées au niveau des oiseaux qui nous engagent maintenant jusqu'en 2029. Voilà.
Les clés du succès, donc c'était la concertation. Là, la mairie a porté une concertation et puis derrière, les acteurs ont été obligés de s'y embarquer. On marque chaque événement. Vraiment, les habitants sont impliqués, ce qui a permis de déminer, je pense, tous les freins qu'on a l'habitude de voir sur ce type de projet. Et justement, on donne à voir aux riverains, donc on les rassure. Et puis ça. Comme ça fait aussi sortir les questions qui peuvent rester enfouies et apporter des réponses. On a un mode projet à tous les niveaux et on s'est basé aussi sur les professionnels du territoire. Dans le cadre de notre béguinage, on va avoir une partie en habitat inclusif senior pour 12 logements, accompagnés par la conférence des financeurs de l'Oise. Et dans ce cadre, on a dressé un inventaire, on a commencé à rencontrer les structures associatives, les structures professionnelles du soin, de la santé, du bien vieillir à domicile. Loris, donc si je comprends bien, votre projet, c'est quand même de montrer que même un centre-bourg rural, même une petite collectivité peut prendre en compte les questions de nature et de renaturation pour refaire vivre. Donc c'est là où la nature a des services écosystémiques, mais aussi bénéfiques au niveau de l'économie. Et également que vous avez réfléchi par rapport à une démographie vieillissante, de façon à faire des choix d'aménagement pour les personnes. Oui. C'est bien ça. Oui, alors, tout à fait. Et donc, si vous deviez conclure... on s'est basé sur un travail d'enquête qu'on a réalisé en 2019 sur des locataires à l'homme et qu'on a actualisé sur Nogent-sur-Oise. On a 400 logements de l'autre côté, d'une 2x2 voies qui coupe le territoire un peu et sépare Monchy de l'agglomération créoise. Et on a sur nos 370 logements de Nogent-sur-Oise 40% de locataires de plus de 60 ans. Donc on a interrogé un panel et justement on a défini le pacte serviciel et on va créer un nouveau métier qui est celui d'animateur-coordinateur qui va assurer donc l'offre de services, faire le lien avec le tissu local, proposer des animations. Et derrière, ce qu'on appelle ailleurs gardien, mais qui chez nous est gestionnaire d'immeubles, va être spécialisé et formé pour faire le lien entre les habitants des logements sociaux classiques avec ce béguinage pour justement créer une émulation, pour créer un vrai lien intergénérationnel. Voilà. Merci. Monsieur le maire, peut-être vous voulez dire un dernier mot sur la présentation de votre projet. Oui, alors justement pour faire la continuité de ce qui vient d'être dit. Donc dans ce qu'on a mis en œuvre pour l'acceptabilité du projet, on a embauché en fait une compagnie artistique qui a fait du collectage pour avoir justement pour accompagner la population à tourner la page. Donc on a quand même détruit 20 maisons, une ancienne école, une ancienne boucherie, des choses qui marquent. Et aujourd'hui, justement, avec ICF, au-delà du projet, on a pour Paris d'écrire le futur commun. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'on associe la population de l'ensemble de la commune à écrire ce futur commun. Et justement, en effet, à partir du moment où on aura les premiers habitants, on aura les premières... Voilà, parce que sur le processus de béguinage, Loris, on n'a pas parlé, mais il y a une cooptation en fait en amont. Donc du coup, voilà, les gens vont être connus avant même de rentrer dans les logements. Là aussi, on pourra continuer à écrire ce futur commun. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet-là? Alors, on n'en a pas en ligne, mais peut-être que moi, j'en ai une pour entamer le débat et je vais laisser aussi les autres intervenantes, partager ça. Vous avez donc dit que vous aviez donc orienté quand même pour une population vieillissante. Mais là, en démolissant aussi une école, même, est-ce que vous en reconstruisez une? Comment vous faites? La mixité sociale, c'est aussi la mixité d'âge. Comment vous faites pour faire cohabiter ces différentes générations à la fois entre, là, vous êtes tourné vers le futur, mais tout en gardant l'histoire, l'attachement. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Et si oui, comment?
l'école était déjà fermée depuis les années 80. C'est-à-dire que depuis les années 80, on avait déjà rouvert une autre école. C'est-à-dire que celle-ci ne servait plus que de salle d'activité. Donc c'est plutôt des salles d'activité qu'il faut qu'on reconstruise aujourd'hui. Alors là, on a aussi, et c'est toujours le souci de l'euro bien dépensé, on a optimisé tous nos espaces pour l'instant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tout est utilisé, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais en tout cas tous les jours. Avant, on avait des salles qui servaient 2 fois dans la semaine. Maintenant, c'est fini. Tout sert tous les jours. Voilà. Mais évidemment, pour nous, en fait, on saisit ce nouvel espace comme une opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une justification maintenant au quotidien pour aller vers d'autres choses. Je vous ai parlé de la mobilité. On ne peut pas concevoir tout un espace où il va être plus simple de partir de chez soi à pied qu'en voiture pour qu'après, quand on sort de cet espace-là, il n'y ait pas une continuité. Donc là aussi, il faut véritablement que nous, on fasse ce travail d'aller jusqu'à tous nos services en fait à pied, qu'on fasse cette continuité. Et en effet, juste à côté de là, on avait déjà une salle on appelle polyvalente. Et une bibliothèque. C'est à cet endroit-là où on va reconstruire justement de nouvelles salles d'activité pour créer un pôle de vie à côté de cet espace d'habitat. Merci. Des questions dans la salle ? On voit que la fin de journée commence à tirer un petit peu. Hein. Est-ce que Anne ou Alicia, vous avez un petit mot à dire ? Oui, je peux pas m'empêcher de On a dit 2 secondes. Le beguinage, c'est très intéressant, mais il y a une histoire aussi derrière. Je vous invite à lire, qui est assez forte pour les femmes. Oui, je ne vais pas plus loin. Bon. Je vous laisse vous lire des on a fait un peu le suspense et effectivement, qui connaît dans la salle ou derrière son écran exactement ce que veut dire le béguinage ? Il y a des très bons romans historiques à lire sur la plage sur le sujet. Tout à fait, et notamment. Et donc là, c'est quand même intéressant de partir de ce format de béguinage pour l'adapter en fait plutôt sur une population âgée qui, à la base, le béguinage était quand même un espace de liberté pour les femmes qui ne voulaient pas rentrer dans la religion et devenir sœurs pour être tranquilles, on va dire, pour pas se marier. Et du coup, mais même, il n'y avait pas de question, en tout cas au tout début, de questions de religion. Et c'était des groupes de femmes qui s'entraidaient, qui se cooptaient et qui vivaient sans hommes, ni un prêtre pour les guider comme des nonnes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de faire le choix, même si après, il y a eu la police des mœurs qui est réarrivée en disant comment se fait-il qu'autant de femmes puissent vivre toutes seules et se débrouiller, c'est quand même qu'il y a un problème. Soit c'est des sorcières, soit il faut reprendre la main. Et donc c'est là où la religion est revenue. Mais même avec la religion, c'est quand même quelque chose qui est vraiment un système de vie à la fois en autonomie, en partage et pour vieillir ensemble aussi. Et c'est ça qui est intéressant et le choix qu'Aïta a fait sur ce projet ne peut être qu'inspirant. Je vais passer donc la parole à Alicia qui va nous parler, parce qu'on a parlé des populations un peu plus vieillissantes et comment on adapte la ville à ces personnes-là. Mais qu'est-ce qu'on fait des enfants ? C'est toute la question. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Alicia, directrice d'Equal Serré. Donc comme je vous le disais précédemment, on est une agence plutôt spécialisée, qui se présente comme une agence d'architecture et d'urbanisme féministe, donc plutôt spécialisée sur les sujets de prise en compte du genre. Alors pourquoi est-ce qu'on vient parler des enfants ? Parce qu'en réalité, quand on se penche sur la question du genre et de l'expérience urbaine et spatiale des femmes, on se penche nécessairement sur la question de l'expérience spatiale de ceux et celles dont elles s'occupent régulièrement, à savoir les enfants, mais aussi les personnes seniors ou encore les personnes présentant des diversités fonctionnelles, ou autrement dit en situation de handicap. Faire la ville à hauteur d'enfant, c'est quoi ? Alors, le graphique que vous voyez ici est inspiré des coquilles de Mols et Robert. Et il présente les différents espaces pratiqués par les enfants, du plus intime au moins intime. Et ce que vous voyez, les gradients de couleurs, c'est une interprétation personnelle de aujourd'hui, où est-ce qu'on met le paquet en matière d'aménagement, sur quel
coquilles, on met le paquet en matière, je vais y arriver, d'aménagement pour les enfants. Les enfants, c'est pas d'abord l'âge du jeu, c'est d'abord l'âge de l'apprentissage, et notamment de l'apprentissage et de la découverte de chacune de ces coquilles, et de l'apprentissage du gain de l'autonomie dans chacune de ces coquilles. Et aujourd'hui, dans l'aménagement, on a un peu tendance à fonctionner sur la prise en compte des enfants, sur certaines coquilles très spécifiquement. Et tout l'objet de mon propos aujourd'hui, c'est de vous dire que si on veut prendre en compte les enfants dans la ville, l'idée c'est d'intervenir à chacune des échelles spatiales de vie des enfants et aussi la question de la connexion entre ces échelles de vie. Et donc, je vais essayer de vous présenter 3 projets qui peuvent répondre à ces sujets-là. Donc, et comme ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est une agence franco-barcelonaise, à l'origine barcelonaise. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter 2 projets de Santa Coloma de Gramenet, qui est à côté de Barcelone. Mais aussi un projet français, ne vous en faites pas. Donc le premier projet que je voulais présenter, c'est le projet Empatitsem, qui est un programme de réaménagement tactique des cours d'école. On entend beaucoup parler aujourd'hui des cours d'école. Donc c'est vrai que c'est un des lieux centraux de la vie des enfants, après la maison. Et les cours d'école, c'est ce qu'on pourrait appeler la première expérience d'espace public des enfants, où ils vont apprendre entre pairs et en autonomie à se comporter en public et à se partager l'espace de manière autonome. C'est aussi un espace de ressourcement, un espace d'apprentissage, donc c'est extrêmement important d'agir en effet sur ces espaces-là. En revanche, l'enjeu aujourd'hui en France, il y a près de 50 000 écoles en France. Les communes, selon les ambitions et les moyens, font, quand elles s'emparent de ce sujet, réaménagent entre 1 à 5 écoles par an, pour des budgets qui peuvent aller de 100 000 à parfois 1 million d'euros. Avec 50 000 écoles, en France, on voit bien que le rythme de production, on y arrivera si jamais on faisait 5 écoles par an, dans toute la France, réaménager l'ensemble des écoles, ça prend beaucoup de temps. Donc l'idée là, c'était de vous présenter des projets tactique pour montrer comment, avec peu de budget, on peut faire déjà beaucoup et améliorer l'expérience des enfants. Donc là, c'était un programme de réaménagement dans la commune de Santa Coloma de Gramenet de 5 écoles pour un budget total à relativiser par rapport à la France, parce que c'est en Espagne, donc on sait que le niveau de vie n'est pas tout à fait le même, mais pour 81 000 euros. Donc faire des interventions tactiques qui permettent d'améliorer en fait l'expérience des enfants, sachant qu'en Espagne on est plus sur des projets qui se centrent sur les sujets de coéducation, de comment est-ce qu'on améliore l'expérience des enfants, et de justice sociale plus que de justice environnementale, ce qui est aujourd'hui le cas en France, où les réaménagements de cours d'école, c'est d'abord des sujets de résilience dans lesquels on intègre les sujets de bien-être et éventuellement d'égalité. Donc c'est un projet j'avance peut-être un peu vite, mais c'est un projet où on a fait de la participation, un long processus de participation avec les enfants, et au final, on arrive sur ce type d'aménagement tactique, donc on est très loin des images des cours buissonnières ou cours oasis en France. En revanche, on voit comment, sur l'avant-après, avec très peu d'intervention, on change considérablement l'expérience des enfants et le partage de l'espace en fait sur ces cours d'école. Donc le diagnostic qui avait été fait, c'était qu'il y avait des problématiques sur le partage de l'espace, notamment liées aux jeux de ballon, de questions de diversité du coup et d'opportunités ludiques qu'il y avait sur l'espace. Et il y avait aussi des enjeux de redorer finalement l'image de la perception des enfants de leur cours d'école. Et donc là, pour le coup, vous parliez de l'évaluation tout à l'heure. On a pu faire une petite évaluation. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est intéressant que vous posiez la question de l'évaluation parce qu'en réalité, sur ce sujet-là, parce qu'en réalité, on ne le pose pas trop sur les autres projets. Donc c'est assez marrant de voir que c'est sur les sujets du genre qui sont un peu plus politiquement touchy qu'on va leur demander la question de l'évaluation et de la preuve qu'il y a un intérêt à faire ce genre de choses. Mais donc il y a eu une évaluation qui prouve qu'avec ces petites interventions tactiques, donc c'était des supports au sol qui permettent aux enfants d'avoir un contact au sol, il y avait des escaliers qui étaient mis en place, il y avait des petits mobiliers, il y avait parfois des éléments aussi de végétation parce que c'était demandé, et aussi un travail sur des fresques. Et donc on a constaté que ça a pu permettre un meilleur partage de l'espace entre les enfants, des activités plus diversifiées et plus d'activités physiques pour chacun des enfants, des jeux partagés entre filles et garçons plus importants aussi. Et les enfants appellent leurs cours les Empatitsem,
Donc on voit qu'il y a aussi, grâce au processus de participation, un attachement à cette cour d'école, ce qui n'est pas négligeable. Empathie Sem, c'est pardon, tout ce qui est lié à l'empathie. Voilà. Et donc sur les projets français, alors, comment on fait la comparaison? J'y arrive. Et du coup, ça c'était un exemple de la cour maternelle, où vous voyez aussi d'autres types d'aménagements. Ça c'était donc le deuxième projet que je voulais vous présenter, qui est le projet de la Plaza d'Embaro, qui répond aussi dans la suite d'Anne, qui a plutôt présenté la partie diagnostique, qui est intéressante, à comment est-ce que concrètement on arrive à un projet d'espace public féministe, ou en tout cas prenant en compte les questions du genre, puisque là on est donc sur un projet de place à destination plutôt des enfants, mais avec une perspective féministe qui était intégrée, en tout cas la question de la prise en compte du genre qui était intégrée. Donc on est dans une commune à Santa Coloma de Gramenet, qui est une commune qui s'est faite de manière plutôt autoconstruite par des vagues de migration successives, donc avec peu d'espace public, puisqu'il n'y avait pas trop de pensée de l'urbanisme. Donc assez peu d'espace public, et là l'objectif de la commune, c'était de créer une sorte de super IA, enfin de super blocks ou de super manzana, ou de voilà, aussi pour ceux qui connaissent. Donc un espace piétonnisé au cœur de la ville, dont la Plaza d'Embaro serait un des éléments, mais en tout cas l'idée de créer plusieurs espaces piétonnisés, de convivialité, etc., à destination notamment des enfants. Donc on a eu aussi tout un processus de participation intégré dans ce projet de place, avec à la fois des ateliers sur place, donc ouverts notamment aux enfants, mais aussi au grand public, mais surtout des projets, vraiment la mise au cœur, les enfants qui étaient mis au cœur du projet en travaillant sur des ateliers avec l'école d'à côté, de quartier à côté de la place, avec différents temps où ils ont présenté leur contribution, etc. Et donc on arrive à ce projet de place, la Plaza d'Embaro, avec un premier travail sur les sujets d'accessibilité et de sécurité. Nous, on regroupe ça sous le paramètre d'autonomie, où on a travaillé avec les enfants qui étaient toujours sensibilisés à ce sujet de l'approche genre, sur comment est-ce qu'on passe d'une place que vous voyez sur la droite, assez refermée sur elle-même, avec un sentiment assez fort d'insécurité, assez peu d'accès pour le traverser, à une place plus ouverte, avec donc plus de chemins d'accès et de sortie, ce qui est très important pour le sentiment de sécurité. Et aussi de travailler sur le sujet de la lumière. Voilà, je passe parce qu'après je vais être appelée par la patrouille. Ensuite, j'ai déjà fait l'appel. Ensuite, une place qui était diversifiée. Donc là, on a travaillé avec les enfants sur, contrairement à une aire de jeu classique où en fait on a un seul espace qui est un seul espace moteur avec un seul type de jeu. L'idée dans l'approche genre qu'on a transmis aussi avec les enfants et qu'on a travaillé avec les enfants, c'est de travailler toujours sur une forme de polycentrisme et sur la diversité des usages. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a différents types d'intensités qui sont proposés sur la place, mais aussi différents lieux. Donc il y avait un lieu qui a été plutôt de patinage, pour glisser, pour courir, éventuellement jouer au ballon, qui a été travaillé avec les enfants, que vous voyez au fond, juste devant la fresque, au fond de la photo du haut. Il y avait un espace vraiment plus de jeux classiques avec des jeux en bois, mais aussi du sable qui permettait éventuellement de pouvoir faire de la manipulation. Et puis des espaces centraux qui étaient notamment un espace avec des espaces d'assises sur lesquels les enfants peuvent se réunir, donc plus le côté convivialité pour les enfants qui est souvent oublié parce qu'on a une perspective trop ludique pour les enfants, où les enfants avaient demandé à pouvoir se regrouper en petits groupes, en grands groupes, etc. Et enfin, le travail sur le confort, où là, vraiment, l'idée de la place, c'était de mettre au centre et de vraiment considérer, parce que les enfants, c'est souvent aussi, travailler sur la vie des enfants, c'est aussi travailler sur ceux qui les accompagnent. Et notamment, et encore plus quand on travaille sur la prise en compte du genre dans l'aménagement, là, l'idée, c'était de mettre au centre, contrairement aux aires de jeu classiques, dont vous avez peut-être déjà tous fait l'expérience, qui est extrêmement ennuyeux pour les accompagnateurs et les accompagnatrices, de mettre en fait non plus les accompagnateurs et accompagnatrices en périphérie, dans des bancs à moitié confortables, mais de les mettre vraiment au centre de la place, symboliquement,
et de les rendre capables de pouvoir interagir, que ce soit un lieu de convivialité pour eux, qui devienne un lieu non plus où on amène seulement l'enfant et où on s'ennuie terriblement, mais qui peut être aussi un lieu de convivialité pour soi. Donc, d'ailleurs, on le voit sur la photo du haut, où c'est devenu finalement, il y a les enfants qui jouent d'un côté, mais de l'autre côté, il y a les adultes qui finalement se réunissent. Voilà. Et le dernier projet que je voulais évoquer, donc, qui arrive en fait un peu à la troisième échelle que je voulais aborder, la question de l'intégration des enfants et des jeunes dans la stratégie urbaine et globalement dans l'aménagement de la ville. Donc ça, c'est un projet qu'on a réalisé à Noisy-le-Sec dans une commune de région parisienne. Donc c'était un projet où la ville connaît beaucoup de pression foncière et c'était une nouvelle équipe municipale qui était arrivée en gestion de la ville et qui souhaitait pouvoir un peu cadrer cette production immobilière. Et pour ce faire, elle avait vraiment des ambitions très fortes en termes de participation avec les habitants. Donc il y avait une méthode qui était proposée en 2 temps. Une méthode vraiment, un premier temps de plutôt diagnostic avec des marches exploratoires et un second temps plutôt de propositions avec des ateliers. Et donc, lors de la première réunion de lancement avec la ville, elle a évoqué le sujet des enfants et on leur a dit où on intègre les enfants au processus classique, mais dans ce cas-là, ils vont être un peu noyés et les enfants, c'est bien de créer des espaces spécifiques pour eux, pour vraiment les écouter, ou on crée un processus spécifique. Et donc, la ville nous a soutenus dans la création d'un processus spécifique à destination des enfants. Alors, Alicia, je suis désolée. Et je finis très vite. Non, malheureusement. Mais si on devait... on a vu donc l'exemple espagnol. On sait que, en tout cas, la politique espagnole est beaucoup plus avancée sur les questions de genre et de prise en compte des enfants et des personnes âgées. Là, est-ce que vous avez eu donc une différence entre le traitement espagnol et français, et est-ce que les enfants sont aussi des deux côtés autant éduqués à donner leurs avis, parce que c'est intéressant de voir que les enfants sont des acteurs et des actrices à part entière du choix d'aménagement. Alors là, sur ce dernier projet, sensibiliser non, parce que du coup on a travaillé avec un kit de participation autogéré qu'on a remis en fait dans les écoles. Et qui a été géré par les enseignantes. Et donc, on n'a pas été, nous, sur place. On leur a fait confiance. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de les former non plus à ce sujet-là. Donc, je pense que les enfants n'ont pas non plus été formés. En revanche, on demandait souvent dans les méthodologies de créer des groupes non mixtes ou de en tout cas de relever si c'était une participation fille ou garçon. Donc, on a pu avoir des différences, ce qui était assez... intéressant, mais je me perds dans la question en fait. Du coup, je sais plus où j'allais, mais parce qu'en fait, je suis hyper frustrée de ne pas avoir fini mon français. Oui, mais pourtant j'ai fait signe de passer à l'exemple français. Je suis désolée. Mais du coup, simplement, j'aimerais quand même juste finir mon propos. Je vous passe ces slides. C'était assez intéressant de voir la différence sur ce projet Noisy-le-Sec, de voir la différence entre ce que les adultes souhaitaient, ce que les enfants souhaitaient, mais je laisserai les slides pour ceux que ça intéresse. Mais vraiment juste le message que j'avais envie de passer avec cette intervention de la ville à hauteur d'enfant, et après je m'arrête, c'est que vraiment la ville à hauteur d'enfant, c'est pas faire la ville ludique, c'est plutôt penser comment la ville peut être un support d'apprentissage et notamment de l'autonomie, et ceci de manière ludique. Et je pense que c'est vraiment hyper important de transmettre ce message-là, parce que on croit souvent, on entend un peu tout et n'importe quoi dans la ville à hauteur d'enfants, et on croit que quand on fait des aires de jeu, on fait la ville pour les enfants, alors que précisément, on ne la fait pas pour les enfants, parce que faire des aires de jeu pour les enfants, c'est précisément dire, ça veut dire que créer un petit espace sécurisé, tout le reste de la ville n'est pas adapté à vous, puisqu'on vous crée un petit espace sécurisé. C'est une magnifique conclusion. J'aurais pas pu demander mieux. Merci beaucoup. C'est pour laisser un petit peu aussi la place aux questions. Est-ce que vous, dans la salle, vous avez des questions à la fois pour Alicia, déjà pour Alicia sur ces questions Alors, une seconde, peut-être que Anne. Voilà, il y a une question dans la salle en premier. Je voulais demander à Alicia, est-ce qu'il y a des villes qui font plus qu'une aire de jeu sécurisée pour les enfants ? Est-ce qu'il y a des villes exemples où un peu l'ensemble de la ville est...
Alors, on lance précisément une étude ADEME là, sur justement les bonnes pratiques, sur les villes à hauteur d'enfants et sur les bonnes pratiques. Mais oui, il y a des villes qui font, par exemple, ne serait-ce que de travailler sur les rues aux écoles ou les rues aux enfants, on voit qu'on sort des espaces identifiés ou stéréotypés enfants, à savoir les aires de jeu ou les espaces de l'école. Parce qu'en fait, c'est pareil, les espaces de l'école, moi je trouve ça hyper important pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure d'intervenir dessus. Mais en fait, ça ne vient bousculer rien du tout dans la manière de fabriquer le reste de la ville, en fait. Parce que là, c'est les espaces des enfants. Les adultes, finalement, on les bouscule pas. Donc voilà, on peut faire des rues aux enfants. Après, c'est aussi les impliquer dans la production de la ville. Moi, je milite beaucoup et j'aimerais beaucoup avoir davantage de missions, de la même manière que Anne aimerait beaucoup, et moi aussi d'ailleurs, travailler sur le logement, sur la question du genre. Le logement, le sujet des enfants dans le logement, il est crucial. Moi, de mon point de vue, il est crucial, surtout à l'époque du ZAN, en fait. On voit qu'on a beau lutter contre l'étalement urbain, les parents, dès qu'ils ont des enfants, ils vont chercher un jardin. Parce qu'en fait, en ville, qu'est-ce que c'est en ville? La ville, c'est des immeubles où on n'a pas d'extérieur pour les enfants, donc on est obligé de les amener au parc. Et même les cœurs d'îlots, ils ne sont pas du tout appropriés. Les syndics, ils mettent interdit aux jeux de ballon, interdit aux enfants. Donc en fait, la ville aujourd'hui et les logements, les résidences, le premier lieu d'espace des enfants n'est pas adapté. Les chambres, c'est les premiers espaces les plus petits pour les enfants. Alors qu'on voit que, d'ailleurs, dans l'étude que je n'ai pas pu vous présenter, du coup, mais que les enfants sont en demande de générosité d'espace, par exemple. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Et il y a des choses qui sont faites, notamment sur les roses enfants, mais c'est vrai qu'on est très centré sur les espaces stéréotypés enfants. On peut de toute façon trouver un certain nombre d'exemples et de travaux sur votre site internet. Oui, sur l'espace public, oui. Sur le logement, nous, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler, à part cette étude sur Noisy, mais c'est vraiment plus une étude, c'est pas de l'opérationnel. On n'a pas encore eu l'occasion de travailler sur ces... Donc c'est quand même un petit appel. Il faut travailler là-dessus. Vous avez des personnes qui veulent travailler là-dessus. Une question également là, et après, Anne, je te donnerai la parole. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question, c'est le fait, on sent... une grosse implication, enfin une grosse participation, une volonté de faire participer justement les principaux acteurs du sujet, les enfants. Est-ce que vous avez constaté des conflits entre ce qui était voulu par justement les enfants et les adultes, notamment dans l'espace public, en dehors de l'école? Est-ce qu'il y a pu y avoir des conflits parce que quand on fait participer les gens, on n'arrive pas toujours à un consensus, on n'arrive pas toujours à... Est-ce que là, vous avez ressenti ça ou est-ce que tout le monde adhère, c'est génial, ça roule? Alors, il y a des conflits dans les idées, c'est ce que je voulais présenter avant. On se rend compte dans l'étude à Noisy-le-Sec qu'en tout cas, les idées des enfants... Mais les enfants n'ont pas été mis avec les adultes, donc on n'a pas vu de confrontation directe, mais en tout cas, on voit que les enfants n'ont pas forcément les mêmes idées que les adultes, et c'est aussi là que c'est intéressant du coup d'intégrer les enfants, puisque c'est quand même important que leur expérience spatiale, la qualité de leur expérience spatiale soit garantie. En revanche, dans tous les cas, les enfants, ils sont ils sont très capables de comprendre les enjeux des adultes, même trop parfois, parce qu'on attend en participation des enfants justement souvent leur créativité, on s'attend à ce qu'ils aient des idées utopiques, alors parfois ça fait peur, parfois c'est ce qui est souhaité, et lorsque c'est souhaité, parfois les enfants sont décevants entre guillemets, parce qu'en fait ils ont déjà intégré plein de normes de l'espace et ils se restreignent déjà eux-mêmes. Donc en fait ils sont complètement capables de comprendre les problématiques qu'on pourrait identifier comme des adultes, d'une part. D'ailleurs, nous, dans l'étude à Noisy, on a vraiment fait en sorte de travailler au maximum avec les mêmes outils que ceux avec lesquels on travaille avec les adultes. Par exemple, là, ce que je voulais encore présenter, on a travaillé sur le logement avec un jeu de cartes. Et on l'a adapté pour les enfants, mais c'est quasiment le même jeu de cartes, quoi, pour vraiment pouvoir faire des comparaisons, etc. Mais en revanche, dans les cours d'école sur lesquels on travaille avec Anne, moi, j'ai été assez agréablement surprise. Alors après, la cour d'école, c'est vraiment considéré comme l'espace des enfants aussi, mais il y a une assez bonne collaboration finalement entre les enfants qui donnent leurs idées et les adultes qui sont quand même hyper à l'écoute des envies des enfants, dès lors que, évidemment, ça ne rentre pas en forte contradiction avec leurs propres idées, mais même si c'était le cas, les enfants sont capables de l'entendre, quoi, les contraintes que les uns et les autres ont. Ils sont assez inclusifs en fait dans leur approche.
Allez, je prends une dernière question dans la salle et Anne, je suis désolée, tu la poseras en aparté. De toute façon, on va faire une petite conclusion. On est déjà en retard pour la keynote de clôture, mais c'est pas très grave. Je pense que ce qu'on est en train d'aborder ici, c'est bien plus intéressant qu'il y aura à la fin. Donc, c'est pas très grave. Je prends la responsabilité de. Juste pour évoquer des activités qui se font en intérieur avec les enfants et conçues par les enfants, allez voir tout ce qui se passe du côté des cafés des enfants. Voilà. Et on peut trouver ça où les... Vous tapez café des enfants, l'idée c'était justement que c'était des lieux où avant où les enfants n'étaient pas accueillis et maintenant ils sont conçus par et pour les enfants. Café Zoïde dans le 19e par exemple, qui a été un des premiers. Donc un petit mot, Anne. Juste petit mot, adolescente. Voilà, on parle beaucoup des enfants. Et effectivement, tu l'as très bien dit, ils ont des espaces un peu stéréotypés, un peu cloisonnés, mais les adolescentes, c'est vraiment un moment dans la vie où les jeunes femmes disparaissent de l'espace public. Et pour moi, ça, c'est un angle mort, on n'en parle jamais. Et c'est vraiment, les femmes réapparaissent dans l'espace public quand elles sont mères. On les autorise à aller dans les espaces de jeu. Et je pense qu'il y a vraiment... C'est plutôt un cri du cœur d'une mère d'adolescente qui erre dans les rues. Et voilà, et je me suis dit, mais c'est dingue, je travaille sur les questions de genre, je travaille avec les enfants, et effectivement, les adolescentes, elles sont les grandes oubliées. Donc voilà, c'était mon petit cri de cœur. Une petite phrase, donc je vais vous faire une petite conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, le panel qu'on vient d'avoir, ça part de tous les âges. Avec les enfants, on se rend compte finalement que comme on leur apprend les éco-gestes, le tri quand ils sont à l'école, par ce prisme-là, on leur apprend à vivre la vie de demain, la ville de demain, et comment on peut apprendre aussi la densité. Et ça, c'est pas quelque chose de négligeable, parce qu'on se voit bien que justement, l'envie du pavillonnaire reste celle des adultes, mais en apprenant aux enfants dès maintenant que il va falloir peut-être vivre différemment, c'est intéressant, et ça, c'est une bonne chose. Et puis en grandissant, il y a aussi cette place des femmes, ce que je vous disais tout à l'heure, comment d'un coup, on ne peut plus ne plus voir que les femmes ne sont pas là, en fait. Si on ne voit pas assez de femmes dans l'espace public, ou en général dans les équipements sportifs ou les équipements publics, c'est que finalement, elles ne sont pas là. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'on ne leur laisse pas la place. Et regardez vraiment ça au quotidien. Vous n'allez pas penser les villes de la même façon. Et sur les adolescentes, effectivement, c'est criant. Et enfin, le vieillissement aussi, c'est quand même un angle mort de notre politique. Comment on fait aussi la transition écologique dans la ville? On parle beaucoup du vélo, on parle beaucoup des transports en commun, mais comment on le fait dans les petites communes rurales? C'est possible à réfléchir aussi le vieillissement en communauté, en réflexion, en adaptation au vieillissement et à la marche. Et d'ailleurs, je pense que c'est je vous le conseille, c'est une des prochaines choses à voir dans la mobilité, c'est la question de la marche, puisque c'est aussi quelque chose oublié. Et pourtant, la marche, justement, contrairement à d'autres systèmes de mobilité, c'est complètement inclusif. Et je finirai sur un mot que vous avez compris, que je ne souhaiterais ne plus entendre. Mais pour le moment, on va continuer à travailler là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir participé à cet atelier. N'hésitez pas à aller voir nos intervenants et nos intervenantes. Et sinon, allez sur leur site internet ou leur écrire pour avoir la suite. Et notamment l'exemple qui n'a pas été montré de Noisy-le-Sec, parce que j'ai ressenti énormément de honte, de frustration de ce côté-là. Je suis sûre que vous aussi, donc allez les voir. Et bien sûr, la suite, donc, c'est la keynote qu'il y a dans la salle des lustres. De toute façon, vous pourrez retrouver ces interventions également sur le site de Cadre de Ville. Donc, ce n'est pas fini.